Pensez que justement cette initiative française qui paraît plus modérée, en tout cas selon ce qu'on entend, pourrait peut-être passer plus facilement en tout cas que la jordano-palestinienne? D'abord, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun besoin pour une résolution du Conseil de sécurité. Il y a déjà une résolution du Conseil de sécurité qui traite à ce conflit. C'est la fameuse résolution 242 qui a été adoptée en 1967. Il n'y a aucune raison pour la changer. Ce que veulent faire les Palestiniens, c'est d'une certaine manière annuler cette résolution et pour n'en garder qu'une partie. Parce que la résolution 242 parle entre autres de la fin du conflit, de frontières sûres et reconnues. Elle parle également de retraits territoriaux, mais les Palestiniens, eux, ne veulent garder que la partie des retraits territoriaux sans paix, sans reconnaissance d'Israël et sans frontières sûres et reconnues pour Israël. Donc cela est bien entendu inacceptable. Et si les États-Unis, j'en doute, parce qu'on ne voit pas comment est-ce que les États-Unis accepteraient finalement de remplacer la résolution 242 pour n'en garder que ce qui arrange les pays arabes, la Jordanie et les Palestiniens. Mais c'est possible que les États-Unis cette fois n'opposent pas leur veto. Dans ce cas-là, ce serait si terrible. Encore une fois, cela signifierait que la résolution 242 est annulée, qu'il y a uniquement une exigence d'Israël de retraits territoriaux sans engagement de l'autre côté, ni de reconnaître Israël, ni de faire la paix avec Israël, ni pour Israël d'avoir des frontières sûres et reconnues. Tout ça, ce sont les éléments centraux de la résolution 242. J'ajoute un autre élément de la résolution 242, qui est la question des réfugiés. Une résolution de la question des réfugiés, aussi bien juifs qu'arabes, des réfugiés de 48. Donc moi, ce que je pense personnellement, c'est que Israël, au lieu de courir après John Kerry à Rome et de supplier Hollande au téléphone, Israël devrait mettre sa propre initiative, à mon sens, c'est ce que je recommande en tout cas au Conseil de sécurité, d'être proactif et de soumettre une résolution au Conseil de sécurité qui exigerait des Palestiniens d'abandonner leur fantasme du soi-disant droit au retour qui consiste à envahir Israël avec 6 millions des descendants supposés ou réels des réfugiés de 48 et de démanteler l'UNRWA. Et là, nous mettrons la communauté internationale devant ses responsabilités. Vous voulez annuler 242, alors nous aussi, nous exigeons des Palestiniens. Vous voulez exiger d'Israël un retrait sans condition, nous exigeons des Palestiniens d'annuler ce soi-disant droit au retour qui finalement constitue le véritable obstacle à tous les tentatives d'accord de paix depuis ces 15 ans, la proposition de Camp David, la proposition d'Olmert, c'est à cause du droit au retour que c'est tombé. Donc je pense personnellement qu'Israël devrait être proactif, soumettre une résolution et embarrasser les Palestiniens et la communauté internationale, en tout cas les pays du Conseil de sécurité, qui seraient prêts à soutenir la proposition palestinienne. Alors, généralement, retour à la case départ, rien de neuf. Vous savez, ça fait un siècle qu'on est à la case départ avec ce conflit. Comme je l'ai dit, au bout du compte, la résolution 242, elle a été appliquée, je vous le rappelle, entre Israël et l'Égypte. Lorsqu'elle a été votée, elles étaient censées être appliquées entre Israël et la Jordanie. Cyril Amar, tout à l'heure, dans sa revue de presse, parlait de ce que les Jordaniens appellent l'occupation. Mais eux, ils ont occupé la rive occidentale du Jourdain pendant 19 ans, ils oublient de le dire. Ça n'a pas été reconnu par la communauté internationale. Entre parenthèses, c'est pas 50% de Palestiniens qui sont en Jordanie, c'est 80%. Mais là aussi, vis-à-vis de la Jordanie, on n'a toujours pas appliqué la résolution 242. On ne peut pas annuler la résolution 242. C'est changé, ce sont des chiffres temporaires, j'imagine. Oui, bien entendu, les sondages, vous savez, c'est fluide. Surtout à 3 mois avant les élections. Surtout à 3 mois avant les élections. Ceci dit, il y a quand même des données qui restent stables. À savoir que finalement, depuis le début des années 92, la gauche n'a plus de majorité au sein de l'électorat israélien et qu'elle ne peut pas constituer de gouvernement sans les partis ultra-orthodoxes. Et ça, Yitzhak Herzog le sait très bien. Ce qui les pose en porte-à-faux avec Yair Lapid, dont la plateforme électorale et la campagne électorale est très anti-orthodoxe, et donc ils ne veulent pas s'allier à lui maintenant parce que cela ferait fuir les orthodoxes dont ils auront besoin de toute façon s'ils veulent former une coalition. Mais un autre élément qui ne paraît pas dans le sondage que vous venez de mentionner, c'est que le parti Chasse vient d'éclater et que maintenant il y a 2 partis Chasse finalement, enfin en tout cas plus exactement celui de l'ancien. Qui s'allieront sûrement dans le cadre d'une coalition. Alors l'une des raisons pour lesquelles le parti Chasse a éclaté, c'est pas seulement à cause de l'animosité personnelle entre l'actuel chef du parti, Ari Ederi,
et l'ancien chef du parti, Eli Yishai. Mais il y a une véritable division idéologique entre les deux. C'est-à-dire qu'Aryeh Deri est de gauche et Eli Yishai est de droite, disons les choses clairement. Aryeh Deri s'alliera beaucoup plus enclin à soutenir une coalition de gauche, tandis que Eli Yishai ne soutiendra qu'une coalition de droite. Donc ça aussi, ça change les données. Il y a un point dans cette campagne quand même qui rassemble, en tout cas qui rassemble les partis qu'on appelle aujourd'hui les partis centristes, qui sont plus des partis de droite, mais qui semblent se recentrer vers le centre. C'est Moshe Kahlon avec Kulanu, Yesh Atid avec Yair Lapid. C'est l'inimitié envers Benyamin Netanyahou et c'est presque ce refus de faire partie d'un gouvernement avec Benyamin Netanyahou. C'est ça finalement la nouvelle ligne directrice de ces partis, c'est l'anti-Bibi. Écoutez, Yesh Atid n'est pas un parti de droite, c'est les 2 tiers des députés de Yesh Atid. Oui. Avigdor Lieberman et Moshe Kahlon. D'accord, mais même Avigdor Lieberman, vous savez, pendant des années, les journalistes ont répété à l'envi que Lieberman est un parti d'extrême droite. Lieberman est tout simplement un parti d'un homme politique opportuniste qui a tenu... pragmatique, opportuniste. Non, opportuniste. Il a tenu un discours qui paraissait très dur quand cela se le servait politiquement pour attirer le vote nationaliste laïque essentiellement de la population russophone. Aujourd'hui, il s'aperçoit que l'électorat de droite va plus vers Naftali Bennett et partiellement vers le Likoud, donc il s'aperçoit qu'il n'a plus rien à chercher là-bas. En ce qui concerne son agenda ultra-laïque, ça a été pris par Yair Lapid, donc il change complètement de discours aujourd'hui et commence à dire qu'il ira sûrement avec une coalition de la gauche avec Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. Donc il n'est ni de droite ni de gauche, c'est simplement un opportuniste. Mais il a un poids quand même important dans ces élections. S'il choisissait de s'allier au bloc de gauche dont on parle, représenté par Herzog... Il faudra d'abord voir combien de députés il obtiendra, parce qu'il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est que tromper à ce point son électorat et passer d'un camp à l'autre sans arrêt, je pense qu'il en paiera quand même le prix politique lors des prochaines élections. Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, ces à peu près 12 sièges à la Knesset, il les a obtenus à cause d'un discours à la fois très sécuritaire et très laïque. Maintenant, finalement, il change complètement de discours. Alors, on ne sait pas encore comment cela va se traduire électoralement. Personnellement, je pense qu'il va en payer le prix électoral, qu'il va payer le prix de son opportunisme, et donc je ne pense pas qu'il aura véritablement un rôle clé pour la formation de la prochaine coalition. Mais finalement, ce qui semble être décisif pour ces élections, c'est où vont se placer justement ces 3 partis un petit peu perdus dans l'échiquier politique israélien, qui sont justement Kulanu, Yesh Atid et le parti d'Avigdor Lieberman. C'est ça qui va décider finalement si c'est la droite ou la gauche qui dirigera le prochain gouvernement israélien. Oui, sauf que c'est pas seulement ces partis que vous avez mentionné, c'est également les partis ultra-orthodoxes qui aujourd'hui, eux également vont jouer un rôle clé. Comme je l'ai dit, maintenant avec l'éclatement du Shas, cela complique encore plus la donne. Mais encore une fois, sur ces partis qui se disent centristes, je rappelle que plus des 2 tiers des députés de Yair Lapid sont des anciens députés du Meretz ou des membres du Meretz, donc il prend les gens pour des imbéciles lorsqu'ils appellent un parti centriste. Mais Yair Lapid, il n'est pas impossible qu'il s'effondre complètement dans les sondages. Comme son père à l'époque, je rappelle, qui était passé, combien il avait, de 15 à 0. Et donc l'effet Lapid, c'est de l'air chaud. Il a obtenu 19 mandats sur quoi? Sur rien. Et donc il n'est pas impossible qu'il explose, que ce soufflet explose complètement. En ce qui concerne Kahlon, lui-même, il commence un peu à s'essouffler avant même d'avoir commencé sa campagne, parce que d'abord il a des problèmes de financement de campagne, il n'a pas du tout les budgets de partis existants. Il nous a promis monts et merveilles avec une liste de gens extraordinaires, etc. Pour l'instant, on ne sait toujours pas. Enfin, il a encore 3 mois pour Il a encore 3 mois, mais parmi la liste de ces soi-disant stars, Dina Bar Shalom finalement a annoncé qu'elle restait chez Shas. Manuel Hartenberg, apparemment, il va aller au Parti travailliste, donc on attend toujours de voir sa liste.